Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial réalisé dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Chaque podcasteur soutient et présente une association de son choix. À cette occasion, j'ai choisi de vous parler de l'Observatoire de la sensibilité, créé par Saverio Tomasella, en donnant la parole à Alban Bourdi, co-dirigeant de l'Observatoire, aux côtés de Christine Leclerc-Scherling. Alban est auteur de nombreux livres, et son dernier en date, Itinéraire d'un haut potentiel sensible, est sorti en janvier 2022. Je ne vous cache pas que j'étais très impressionnée de l'interviewer. Il est donc fort possible que ça transparaisse dans l'épisode. Je vous laisse en compagnie d'Alban, que je remercie grandement pour sa participation. Bonne écoute! Bonjour Alban, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Sophie, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. De même, le plaisir est partagé. Aujourd'hui, donc, je vous reçois dans le cadre du Podcaston. Donc, l'idée, c'est de faire découvrir des associations, donc, pour ma part, en rapport avec la haute sensibilité. Et du coup, j'avais envie déjà de vous faire venir vous pour que vous nous racontiez votre parcours et aussi qu'on parle de l'Observatoire de la sensibilité. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Donc je m'appelle Alban, Alban Bourdi, donc voilà, je co-dirige donc l'Observatoire de la sensibilité, voilà, qui a été fondé en 2016 par Saverio Tomasella. Moi j'ai mis un mot sur mon hypersensibilité en fait l'année de mes 30 ans, mais c'était un peu particulier parce qu'il y avait déjà le mot surdoué qui m'avait été posé à 5 ans quand je suis rentré à l'école primaire. Voilà, en fait, je savais déjà lire et écrire sans avoir suivi de processus d'apprentissage. Donc, on avait trouvé ça très bizarre. Donc, on m'avait orienté vers la psychologue scolaire qui m'avait fait passer le test de QI. Puis après, donc, on avait dit ce mot surdoué. Donc, certaines personnes me disent oui, mais bon, tu devais savoir, mais non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout d'explication. Puis, j'ai jamais eu connaissance avant justement l'année de mes 30 ans d'ouvrages sur le sujet qui peuvent parler de l'hypersensibilité comme une des caractéristiques du HPI, même si ça fait pas consensus partout. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve en tout cas assez souvent. Mais ça a été vraiment pas avant l'année de mes 30 ans où j'ai pu mettre ce mot et comprendre un peu mon fonctionnement et plus en avoir peur et plus voir ça comme quelque chose de bizarre qu'il fallait à tout prix cacher ou contrôler ou maîtriser, en tout cas, chose qui ne marchait pas du tout, parce qu'au contraire, c'est comme ça avait peur, et puis que, comme j'avais des peurs là-dessus, et puis que je cherchais plutôt à combattre, c'était quelque chose de plus en plus difficile à vivre, mais du combat que j'avais contre. Donc voilà, c'est à partir de l'année de mes 30 ans où j'ai vécu ça de manière très harmonieuse et plutôt comme un atout, plutôt côté positif que côté négatif comme jusque-là. Et voilà, c'est un peu cette bascule très rapide qui m'a poussé à parler de ça en conférence, en livre, et puis à m'engager donc associativement sur cette thématique-là pour partager cet élan positif et sur la haute sensibilité. Et sinon, bah oui, pour me présenter, c'est vrai que j'ai toujours du mal un peu à faire court. Oui, bah j'écris des livres aussi, je suis écrivain. Il y a plusieurs, entre 15 et 20 livres qui ont été publiés depuis 2013, hein, date de mon premier ouvrage. C'était l'année de mes 30 ans aussi. Décidément, c'était une année particulière, hein, qui était vraiment le début de beaucoup de choses. Et puis voilà, je sais pas trop ce qu'on peut dire pour résumer. J'ai l'impression de faire beaucoup de choses et à la fois de pas trop savoir comment résumer. Heu, je fais du coaching aussi, coach neuropraticien, et puis voilà, j'organise aussi beaucoup d'événements, donc avec notamment l'Observatoire de la sensibilité.
événements en ligne ou en présentiel. Merci de préciser. Moi, je vous ai rencontré, enfin, je vous ai découvert pour la première fois à la sortie de votre livre, quand vous êtes passé dans l'émission Les Maternelles. Et du coup, après, je vous ai retrouvé justement à la codirection de l'Observatoire. Comment vous êtes arrivé de j'écris d'abord des livres pour le théâtre, si j'ai tout bien compris dans ce que vous avez fait, pour après en arriver à la douance? Oui, alors au début, j'écrivais pas du tout sur moi. À l'époque où j'écrivais du théâtre, c'était vraiment quelque chose de très, bon après on parle toujours de soi de façon détournée, hein, mais enfin je j'aurais jamais eu l'idée de parler vraiment de mon expérience. Je parlais c'était quelque chose de fictif puisque comme j'ai fait beaucoup de théâtre, j'avais de la chance d'habiter à Avignon quand j'étais adolescent et ben, voilà, j'ai expérimenté un peu toutes les je sais pas exactement quel mot trouver, mais enfin, toutes les approches du théâtre, mais c'est pas vraiment approche. Enfin, je veux dire tous les côtés du théâtre, c'est-à-dire vraiment l'écriture, le jeu, la mise en scène. Voilà, j'ai pu expérimenter un peu tout, puis j'aimais bien un peu tout. Mais c'est vrai que c'était l'écriture où j'étais le plus à l'aise, parce que cette époque-là, en plus, j'étais quelqu'un de très, plutôt, enfin, qui avait du mal à communiquer, même si sur une scène, ça allait bien, hein, mais j'avais quand même plutôt du mal à communiquer par oral. J'étais beaucoup plus à l'aise avec l'écrit. Donc, c'était vraiment l'écrit que j'ai développé le plus. Mais j'y suis arrivé donc par étapes. C'est que j'ai commencé d'abord à écrire un roman qui était en partie autobiographique, de façon très subjective avec un futur imaginé. Donc il y avait une partie romancée de récits en parallèle. Et puis donc petit à petit, j'ai écrit de plus en plus sur moi. Et puis quand j'ai commencé à faire des conférences sur mon parcours, je me suis dit qu'il faudrait vraiment que j'écrive sur moi. Et puis donc comme ça, voilà, la douance, ça avait été l'événement un peu majeur, je vais dire, de mon enfance. J'ai été reconnu comme le surdoué parce que j'étais toujours dans tous les groupes, les établissements scolaires, les quartiers, tout ça, j'étais toujours le seul qui était comme ça. Donc voilà, j'étais connu plus comme le surdoué que comme Alban. Donc il y avait cette chose qui était déterminante dans mon parcours. Donc quand j'ai commencé à écrire sur moi, bah oui, j'ai écrit donc sur la danse. Puis après, avec l'association, les événements que j'ai organisés, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui parlaient de cette thématique-là. Donc voilà, ça s'est fait progressivement. Et puis après, à faire des livres un peu plus. Mais c'est des propositions souvent qu'on m'a fait, parce qu'au début, moi, j'étais quand même plutôt dans une écriture ou vraiment témoignage ou fictive. Et puis finalement, je suis arrivé à écrire des livres un peu plus sur ces sujets-là, vraiment, au fur et à mesure des rencontres et des propositions qu'on m'a faites de collaboration notamment, ou des éditeurs aussi, des propositions d'ouvrages. J'ai noté la phrase que vous avez notée sur votre site où vous disiez, parce que comme aurait dit Craig David au lancement de son opus Born to Do It, je suis né pour ça. Et on ne demande pas aux oiseaux pourquoi ils chantent ou aux fleurs, pourquoi elles parfument l'air. C'est comme ça, c'est ma nature. J'ai trouvé ça très juste et très beau. Comment vous saviez que c'était votre nature? Parce que c'est un petit côté un peu magique déjà, je trouve au départ, parce que autant je comprends bien comment j'ai pu lire, enfin quand j'ai pu savoir lire sans avoir appris, parce que mes parents me disaient des histoires et puis je voyais les gens lire les choses qu'il y avait autour de moi. Donc à un moment j'ai fait le rapprochement entre ce qui était écrit et ce que les gens lisaient. Autant pour l'écriture c'est un peu plus mystérieux, j'ai un peu de mal à comprendre comment j'ai su. Bon, on peut dire que j'ai su reproduire les caractères, mais bon, en plus il existe quand même pas mal de typographies différentes, donc arriver à faire une écriture liée, alors que je voyais pas forcément ça, je voyais comme surtout des caractères imprimés. Donc déjà, c'est un petit peu mystérieux comment j'ai su écrire. Et puis c'était un peu un réflexe, c'est-à-dire que vraiment quand j'étais enfant, au lieu d'interagir directement avec les situations que je vivais, mon penchant vraiment naturel, c'était plutôt de prendre une feuille et puis un stylo, et puis d'écrire en réponse à ça, ou d'écrire même pour interagir, mais via l'écrit, et non pas directement. Donc il y avait vraiment l'écriture, c'est vraiment assez inné et naturel pour moi. Et puis tout me donnait vraiment quand j'étais enfant. Déjà, j'aimais beaucoup le rapport à l'écrit, c'est-à-dire même si j'avais rien à écrire, je prenais quand même une feuille, un stylo pour tracer des lettres ou tracer des mots, juste pour la beauté des mots, juste pour le plaisir de sentir le stylo sur le papier. Donc ça allait vraiment loin. Et puis il y avait cette posture que je trouvais totalement différente par rapport au monde. C'est que quand j'étais dans le monde, souvent j'avais l'impression de le subir et d'absorber beaucoup de choses en tant qu'hypersensible, et puis de pas savoir trop quoi en faire, et puis que ça fasse rapidement surcharge. Et puis il suffisait que je prenne un stylo, une feuille, et puis le positionnement était totalement différent. C'était plus du tout celui qui subissait, c'était quelqu'un au contraire qui pouvait créer, qui pouvait répondre aussi à ce qu'il avait emmagasiné pour en faire quelque chose. Donc c'était vraiment une démarche qui était totalement différente, et dans laquelle du coup je me trouvais bien d'un seul coup. Il suffisait, même si j'allais mal, il suffisait de prendre une feuille, un stylo, et là je sentais que je pouvais faire quelque chose. J'étais plus quelqu'un qui subissait, mais les possibles s'ouvraient.
Donc vraiment, l'écriture, ça a été en plus jusqu'à l'année de mes 30 ans où j'ai commencé à mieux vivre, à mieux être dans ma peau, à mieux accepter mon fonctionnement. Puis donc très rapidement, j'ai pu vivre de manière beaucoup plus épanouie et puis beaucoup plus, enfin avoir une communication beaucoup plus facile, le fait de se connaître, alors que jusque-là j'avais plutôt peur de comment je fonctionnais, ça change tout. Et donc cette écriture, jusque-là, c'était vraiment mon terrain, quoi, vraiment. C'était vraiment ma nature, quoi. C'était beaucoup plus facile d'écrire que de parler ou de faire un peu n'importe quoi, finalement, puisque c'était la liberté, c'était la création, et c'était un peu ma posture naturelle. C'était un peu plutôt quand je voyais quelque chose qui se passait, tout de suite le réflexe de de me mettre un peu en retrait et de prendre un stylo, une feuille et puis de noter. C'était très, ça pouvait me faire paraître vraiment très bizarre. Alors déjà, il y a des réactions émotionnelles ou sensorielles qui paraissaient déjà surjouées ou trop fortes parce qu'on ne les comprenait pas, mais en plus, ce rapport à l'écrit comme quelque chose de très instinctif, naturel, plus que la communication orale ou que même le fait de faire vraiment quelque chose, ça paraissait vraiment très étrange. Mais c'est vrai que j'étais plus à l'aise d'écrire quelque chose que de le vivre ou de le faire. C'était un petit peu bizarre. Puis je pense qu'à un moment donné, même ça a été un peu trop, sans doute à peu près à l'âge de mes 30 ans, puis ça s'est bien agencé puisque c'est là qu'il y a eu d'autres choses. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit: «Je suis quand même un peu trop dans ce truc d'écrire», c'est-à-dire je vis pas assez la vie parce que je la pense en termes de choses à écrire ou à restituer, au lieu de l'accueillir pleinement, les moments et de les vivre. Il y a des fois, ça m'a paru un peu un truc, comment on pourrait dire? Enfin, une espèce de sacerdoce, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur mot, hein, mais en tout cas quelque chose, une espèce de charge, quelque chose d'un peu bizarre, comme si, ça m'ôtait une certaine dimension de la vie, le fait d'avoir ce penchant systématique à l'écriture. Ok, et du coup, c'est ce qui vous a amené après à aller plus sur des conférences ou ce genre de choses? Oui, bah, c'est-à-dire les conférences, j'aime beaucoup parce que je trouve un peu ce que j'aimais dans le théâtre. C'est ce que j'aimais en théâtre, c'était l'improvisation et puis le contact avec le public, parler, vraiment, comme ça sur une scène. Mais j'aimais pas du tout endosser un rôle et j'aimais encore moins répéter. Donc les metteurs en scène de théâtre étaient assez fous avec moi parce qu'ils comprenaient pas pourquoi plus je répétais, moins j'étais bon, alors que normalement ça aurait dû être l'inverse. Parce que plus je répétais, plus je perdais un peu le fil. Pour moi, ça devenait de la répétition et ça perdait de son intérêt. Au fur et à mesure, ça s'étiolait. Et donc, c'était compliqué pour moi de répéter. C'était compliqué d'endosser un rôle parce que déjà que j'étais pas bien dans ma peau à moi. Donc, en plus, prendre un rôle. Au début, c'était un peu confortable, hein. Au début, oui, au tout début, quand j'ai commencé le théâtre, même le côté prendre un rôle, j'aimais bien. Ça m'arrangeait bien. Je pouvais être quelqu'un d'autre que moi, ça m'arrangeait bien. Mais finalement, ça posait plutôt des problèmes de personnalité, d'authenticité. Enfin, j'ai l'impression que c'était pas juste, et donc j'avais beaucoup de mal avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai tout arrêté à un moment donné, assez vite quand même, parce que j'étais encore très jeune. En tout cas, la partie jeu. Et puis là, les conférences, c'était un peu la liberté de l'écriture, mais avec des gens qui interagissent, c'est-à-dire avec un contact humain, avec une chaleur, avec retrouver les réactions comme ça sur les visages des gens, les sourires, les rires, les émotions. Donc je trouvais que c'était un peu ouais, une version améliorée de l'écriture, avec le plaisir de la scène, sans le côté faux, puisque je suis toujours très à la fois je prépare pas ce que je vais dire, donc il y a vraiment la liberté de l'écriture. Et puis, même si je sais en gros les grandes lignes, un peu ce que je vais faire, mais je sais pas quand même du tout ce que je vais dire, même la progression où ça va me mener. J'ai juste un plan global qui en plus n'est pas rigide non plus. Donc voilà, il y a beaucoup ce terrain où je peux m'aventurer en toute liberté et créer, et en plus avec l'interaction avec les personnes, ce qui manque quand même quand on écrit dans son coin. Donc c'est pour ça que faire des conférences, j'ai trouvé un peu le meilleur de tout. C'est pour ça que c'est ce que j'aime le mieux, je pense, parce que vraiment il y a ce rapport direct en plus tout de suite, parce que quand on écrit, on peut imaginer le retour de la personne, on peut l'avoir bien après, quand on s'y attend pas, quelqu'un qui dit oh bah, je vous ai lu et puis voilà. J'ai eu des retours magnifiques, hein, de personnes d'ailleurs qui m'ont fait des retours des fois au fur et à mesure, qui lisaient le livre au fur et à mesure et qui me font le retour par les réseaux sociaux ou par mail, comme ça, au fur et à mesure de leur lecture. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais j'aime quand même mieux le côté direct, instantané, vrai de la conférence. Et puis, ça me permettait quelque chose auquel je n'avais pas pensé non plus, c'est qu'on pouvait avoir le plaisir d'être sur scène en étant vraiment soi, en n'endossant pas du tout un rôle et en ayant un espace de liberté, en n'étant pas du tout dans quelque chose de cadré ou d'écrit à l'avance.
Même si bon, j'ai fait un peu d'impro et puis que là, on avait un peu ça, mais ça restait quand même, puis l'impro, c'était à plusieurs, donc même si c'est super aussi de rebondir sur l'impro des autres, on est quand même dans un cadre qu'on se fait petit à petit. Donc c'est pour ça vraiment la conférence, j'ai trouvé vraiment que c'est quelque chose qui m'a permis d'expérimenter l'écriture de manière 3.0, j'allais dire, enfin je sais pas, en tout cas de manière en une dimension supplémentaire très bienvenue. Et puis après c'est des étapes aussi, hein, parce qu'après du coup maintenant j'aime aussi beaucoup les interviews, donc là il y a plus de cadres, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi qu'il y ait une interaction avec quelqu'un même dans le propos et que ça soit pas juste dans les émotions. Bon, j'aime bien aussi quand les personnes posent des questions, mais voilà, je trouve intéressant. Et puis il y a des étapes comme ça qui se passent, mais j'aime bien l'interaction. Donc je suis parti de quelque chose de très solitaire au début de l'écriture pour faire au contraire quelque chose de très dans le contact avec les personnes. Ce qui est intéressant aussi dans le cheminement, parce que du coup, vous dites qu'au départ, vous aviez du mal à accepter en fait cette facette de votre personnalité. Avec les personnes que j'accompagne, souvent, c'est des travaux qu'elles font avec elles-mêmes, et après, quand elles s'acceptent, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres. Puis ce que j'ai remarqué aussi qui m'a étonné, donc l'année de mes 30 ans, enfin à partir de là, c'était non seulement c'est plus facile d'aller vers les autres, mais les autres viennent plus facilement vers nous, même sans qu'on fasse quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, enfin, moi l'expérimenter, c'était beaucoup peur et être rassuré. C'était beaucoup, j'avais peur de moi. Bon, ça, c'était nourri aussi des réactions des autres qui me trouvaient vraiment très bizarres ou qui s'inquiétaient. Ou, enfin, après, il y a un phénomène qui fait boule de neige hein, entre soi et puis le regard des autres. Mais quand j'ai commencé à m'accepter, accepter la sensibilité, puis ah ok, je fonctionne comme ça, et puis c'est pas un truc négatif, c'est un truc qu'on peut être positif. Il a suffi que je lise des quatrièmes de couverture d'ouvrages, hein, notamment ceux de Saverio, tout ça, sans même vraiment creuser pour que je fasse la bascule en moi, puis je me dis ah ok, c'est ok, on va faire comme ça, c'est un atout, puis on va faire avec, on est comme ça. Et à partir de là, alors c'était plus facile effectivement d'aller vers les autres, mais même les autres ne me voyaient plus du tout de la même façon. J'ai l'impression que j'avais les mêmes réactions, mais le fait d'être en paix avec, on va dire, et plus en lutte, et puis de pouvoir effectivement communiquer et l'expliquer au lieu de se sentir bête et un peu coupable et tout ça par rapport à ça, ça fait que les autres le prennent plus du tout de la même façon. Et ils peuvent même voir les choses très positives qu'avant ils voyaient très négatives, alors que j'ai l'impression que c'était à peu près la même chose. Sans doute pas avec la même coloration, sans doute pas avec la même façon de le vivre, mais quand même un peu les mêmes manifestations qui d'un seul coup deviennent positives et compréhensibles et qui ne font plus peur, mais qui au contraire presque attirent les gens à vous parler les mêmes choses, en tout cas à peu près, hein, pas vécues de la même façon, mais j'ai l'impression quand même un peu la même haute sensibilité, les mêmes réactions très fortes, mais qui là, au contraire, amènent plutôt les gens à vous, là où au contraire, avant, ça les éloignait comme si vraiment ils avaient peur. Donc, la peur de moi-même, ça se manifestait aussi dans la peur des autres de moi. Enfin, cet effet miroir, là, il m'a vraiment surpris parce qu'il était assez radical, vraiment. C'est-à-dire que d'un seul coup, toutes les personnes qui avant avaient plutôt tendance à s'éloigner, au contraire, se rapprochaient d'elles-mêmes et avaient beaucoup plus de facilité à parler avec moi. Donc après aussi, ça s'enchaîne. Hein. On a plus de facilité à aller vers les autres ont plus de facilité à aller vers nous, et puis voilà, ça fait un cercle vertueux. Là où avant, au contraire, il y avait un cercle plutôt négatif, une spirale négative où on avait peur de soi, les autres avaient peur de nous, et puis du coup, il y avait des murs, et puis d'un seul coup, voilà, les murs se dissolvent. Merci de mettre ça en mots, ça fait vraiment écho à ce que j'ai pu ressentir, mais j'aurais pas réussi à l'expliquer de manière aussi claire. Et du coup, comment en êtes-vous arrivé à l'Observatoire de la sensibilité? Pour remonter, donc j'ai créé une association en 2017, donc Saverio a créé l'Observatoire en 2016, et j'ai créé une association en 2017 qui s'appelle Surdouessence, mais qui est un peu sur toutes les neuroatypies, les neurodivergences, spécialement voilà, un peu sur le haut potentiel et l'hypersensibilité, parce que c'est ce qui me concernait de plus près au vu de mon parcours, hein, puis avec ce mot surdoué qu'on m'avait apposé vraiment sur le front quand j'avais 5 ans, parce que je suis né en fin d'année, hein, c'est pour ça que c'était à l'entrée à l'école primaire, mais j'avais 5 ans. Et puis donc j'ai invité Saverio au deuxième événement que j'ai organisé, c'était à Aubagne, à côté de Marseille. Et puis voilà, il est venu régulièrement à plusieurs événements que j'ai organisés. Et on s'est beaucoup rapprochés, enfin on a beaucoup partagé de choses, on a coécrit un livre ensemble aussi avec Christine Leclerc-Scherling avec qui je co-dirige l'Observatoire. Et puis donc voilà, Saverio m'a proposé de reprendre la direction de l'Observatoire quand les personnes précédentes ne pouvaient plus continuer.
Donc je sais pas après, je pense que Saverio serait une meilleure personne pour expliquer vraiment le cheminement et enfin, je pense qu'il y a une certaine, enfin pour moi en tout cas, voilà, je vais dire pour parce que je veux pas dire des choses sur, enfin des considérations qui vont au-delà de mon expérience. Mais moi j'ai l'impression que c'était assez, très aligné avec la mission, avec le but de l'association Surdescence. Donc c'était vraiment comme un prolongement, vraiment avec le côté plus purement haute sensibilité, mais c'était celui-là déjà qui m'intéressait le plus de développer parce que c'est celui-là auquel j'ai été le plus confronté déjà dans le quotidien et que je trouve le plus intéressant à traiter parce que déjà il concerne beaucoup plus de personnes, parce que c'est très diversifié, puis c'est pas figé dans un cadre où enfin même s'il y a d'autres approches de potentiel intellectuel maintenant, on est quand même dans un cadre, il y a un test qui détermine si oui ou non avec des chiffres. Enfin bon, ça peut paraître des fois un peu rigide comme cadre et puis un peu compliqué, voilà, pour X raisons de parler de manière très ouverte. Je sais pas si c'est le meilleur mot, hein, mais de tout ça. Enfin, très circulaire en tout cas, parce que moi, j'ai toujours une idée comme ça d'être très circulaire. Ce que j'aime beaucoup aussi dans l'aspect haute sensibilité, c'est qu'on va au-delà du côté psychologie ou même éducatif, c'est qu'on peut aller vraiment sur un peu tout, parce que la sensibilité elle s'exprime dans l'artistique, elle s'exprime dans le familial, dans un peu tous les contextes, quoi, vraiment, et puis que c'est quelque chose que même si on se reconnaît pas comme hautement sensible, il y a quand même une sensibilité qui est là et qui est à cultiver, à être enfin, porter un regard bienveillant dessus pour la laisser s'exprimer et donc pour un monde meilleur. Donc il y a vraiment là un peu le cœur, on va dire, du projet. Donc pour moi, c'était vraiment, quand Saverio m'a proposé donc de reprendre l'observatoire avec Christine, c'était quelque chose qui me paraissait comme assez miraculeux et quelque part assez logique en même temps. C'est un peu paradoxal peut-être comme ça, mais enfin il y avait une espèce de logique suivant le fil, enfin la continuité des choses. J'allais dire continuité, c'est pour ça que je me suis arrêté, parce que je me suis dit, c'est pas vraiment ce mot-là, mais le déroulement, voilà, des choses. Et puis, enfin, dans la continuité, sans doute pour ça que le mot continuité me venait, cet observatoire, pour moi, c'était vraiment la meilleure, peut-être le meilleur terrain, on va dire, pour développer, voilà, tout ce que j'avais envie de développer par rapport à ça. Et puis, un côté très, oui, très ouvert, mais ça je l'ai déjà dit, mais avec beaucoup de personnes en plus engagées, donc comme une espèce de famille comme ça qui est très diverse, hein, avec des sensibilités diverses et qui vont un peu toutes dans le même sens. Et puis ça va au-delà, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça va au-delà même de l'observatoire de la sensibilité, c'est au-delà de même des personnes hautement sensibles, hypersensibles. C'est au-delà, c'est la sensibilité en général et ça peut concerner tout le monde. Et il y a vraiment une ouverture comme ça que j'aime beaucoup. Puis c'est plus de sensibilité, c'est plus de conscience, donc c'est tout ce dont on a besoin pour le monde maintenant. Donc pour moi, il y a vraiment l'œuvre vraiment idéale un peu hein, qui se dessine là comme ça pour ce qui est très motivant, c'est-à-dire vraiment faire de son mieux pour un monde plus sensible, pour un monde plus conscient. Et du coup, justement, quelles sont les missions de l'Observatoire de la sensibilité? Il y en a beaucoup. Celles qui sont le plus développées déjà pour le moment, bah, c'est cultiver vraiment l'approche positive donc de la haute sensibilité, améliorer les connaissances par la recherche et les études du phénomène, j'allais dire. C'est pas un phénomène, enfin de la sensibilité en général et particulièrement de la haute sensibilité. Aussi en recensant aussi un peu tout ce qui se fait dans le monde comme recherche sur ce sujet-là. Et puis il y a aussi un volet formation, il y a un volet, enfin il y a des volets aussi qui sont en train d'être développés pour le moment avec des cercles comme ça sur différentes thématiques comme les enfants, l'éducation, l'accompagnement en entreprise aussi. Donc ça va dans beaucoup de directions, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est ça que j'aime beaucoup, cet aspect circulaire aussi, il y a l'aspect artistique qui n'est pas encore vraiment développant pour le moment, mais qui est quand même aussi en projet. Et puis c'est de voilà, mais c'est un peu, c'est ouvert aussi à beaucoup de choses qui peuvent encore émerger, c'est-à-dire du moment que ça œuvre dans la mission que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le côté cultiver un monde plus sensible et accepter plus et sa propre sensibilité, parce que je crois que c'est la base. Puis après, la sensibilité des autres, du monde, enfin, et de faire fleurir ça et de le communiquer, et puis de simplement faire passer un peu ce message très j'allais dire très simple, mais c'est-à-dire on a notre sensibilité qui est bonne pour nous, qui nous parle de manière positive,
à la base, hein, si elle n'est pas étouffée, réprimée par les contextes. Et puis il peut y avoir toutes sortes d'histoires différentes qui ont rendu ça compliqué, mais à la base, en tout cas, une sensibilité, c'est quelque chose qui est beau, j'allais dire, et puis qui nous guide et vers quelque chose de bien pour nous, et donc c'est pas quelque chose à étouffer ou à renier. Il y a pas de, enfin, ça peut pas être à long terme quelque chose de bien de faire ça, même si ça peut paraître confortable sur quelque temps par rapport au monde ou au contexte dans lequel on est, et que donc voilà, accueillir sa sensibilité, l'exprimer et cultiver donc plus de sensibilité dans le monde sous différentes dimensions. Et après, les outils, j'ai l'impression que ça se dessine aussi au fur et à mesure en fonction des opportunités et puis des personnes, mais que ce qui compte vraiment, c'est la mission de base, et qu'après, ben voilà, on développe ce qu'on peut, ou voilà, ce qui est proposé par les personnes qui en font partie. Et du coup, justement, ces personnes, en fait, je me demandais, alors moi je le sais, mais pour les auditeurs, qui peut intervenir ou rejoindre l'observatoire? Alors, rejoindre l'observatoire, vraiment pour le moment, c'est vrai que c'est surtout par la formation, c'est-à-dire les personnes qui sont formées par l'observatoire. Alors là, il suffit d'avoir une activité dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, c'est un peu au sens large, hein, ça peut être aussi bien des thérapeutes, des psychologues, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des enseignants. Et puis, donc c'est donc en étant formé donc par l'observatoire, dont notamment Saverio Tomasella, hein, qui est le créateur et qui est aussi un des formateurs. Et on arrive comme ça à être membre de l'observatoire. Et la question, c'était intervenir aussi. Alors intervenir, c'est pas forcément. Enfin, je sais pas dans votre question, est-ce que l'intervention, enfin, c'était quoi le intervenir, c'est-à-dire dans quel cadre? Dans le cadre de pouvoir peut-être parler du sujet de la haute sensibilité, c'était ce genre de choses. En fait, je me demandais si des personnes qui sont hypersensibles mais qui sont pas professionnelles peuvent, alors déjà participer à différents événements, et si les professionnels pouvaient intervenir. Ah bah, participer aux événements, oui, il n'y a pas besoin enfin d'avoir, enfin il n'y a pas de prérequis. Donc c'est les personnes donc voilà qui ont été formées, donc qui sont membres de l'observatoire, oui, qui interviennent notamment dans la semaine de la sensibilité qui a lieu tous les ans au mois de janvier, autour du 13 janvier, la journée mondiale de la haute sensibilité. Et quels sont les projets futurs de l'observatoire? Si vous pouvez en parler, bien sûr. Ah bah, il y en a beaucoup, c'est-à-dire déjà par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les cercles là sur différentes thématiques, voilà, réunir toutes sortes d'idées pour dessiner des plans d'action. Je veux dire, c'est un petit peu, enfin, j'ai l'impression que ça fait un peu, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre dans ma bouche un peu de dire ça, mais c'est quand même ça. C'est vraiment pour générer des actions dans différents donc secteurs, hein, d'activité, comme je disais tout à l'heure, hein, l'éducation. Alors je sais que si je vais énumérer, je vais en oublier un, donc j'hésite un peu à énumérer, mais parce qu'on disait tout à l'heure, donc l'accompagnement thérapeutique, le milieu en entreprise, l'éducation, l'art, et puis les enfants, enfin, le contexte familial. Et puis donc oui, bah, par rapport, c'est vrai, à la semaine de la sensibilité qui, comme vous disiez, est un événement majeur donc de l'observatoire. C'est Saverio aussi qui a créé, et d'abord la journée mondiale de la haute sensibilité, donc le 13 janvier, et la semaine de la sensibilité autour. Et donc il y a un aspect, l'observatoire, une vocation, si je ne sais pas si je l'ai dit, du coup je le redis là, mais c'est d'être un peu une vitrine de communication par rapport à l'autre sensibilité, parce que des fois on peut entendre des choses assez contradictoires dans différents espaces sur ce sujet-là. Enfin, il y a certaines personnes qui peuvent un peu s'y perdre, donc c'est une vocation un peu à recenser des informations correctes, et puis à voilà, être une explication un peu abordable partout, je veux dire, dans la visibilité grand public, pour resituer un petit peu vraiment de quoi on parle quand on parle de haute sensibilité, parce que des fois, c'est vrai que dans l'espace médiatique, on peut entendre un peu différentes choses et puis ne plus trop savoir de quoi on parle exactement. Enfin, ça peut du coup sembler être un peu flou, parce que ça peut partir un peu dans différentes directions. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de travail, de recentrage, par rapport à ces thématiques-là, enfin, voilà, de trier un petit peu différentes informations. Enfin, beaucoup de personnes, c'est vrai, qui viennent vers l'observatoire en se posant des questions. Puis voilà, faut un peu toujours trier un petit peu ce que les personnes ont pu entendre, ou ce qui, voilà. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours
pourtant c'est assez simple, hein, parce que la sensibilité, donc la sensibilité supérieure à la moyenne, les sensibilités sensorielles et émotionnelles. Pour faire très clair, c'est ça. Après, on peut parler un peu de nuances, bien sûr, mais globalement, le socle me paraît assez simple comme ça, par rapport à certaines personnes qui vont chercher des fois des choses un peu plus compliquées. Donc les futurs projets, donc c'est vrai on commence déjà à travailler sur la journée et la semaine de la sensibilité, donc 2024. Et puis il y a tous ces cercles-là, il y a des formations aussi qui ont lieu donc tous les trimestres. Donc il y a la prochaine là, il y en a une au mois de mars, et puis après il y en aura une en juin, septembre et décembre. Donc c'est tous les 3 mois qu'il y a une formation donc pour les professionnels, professionnels oui de l'accompagnement. Puis après, je sais pas, il y aura sans doute d'autres événements, mais ça sera à suivre sur le site parce que c'est vrai qu'à ce jour, il y a rien encore d'arrêté, sur des dates ou il y a des podcasts aussi régulièrement. Enfin, il y en a surtout eu pendant la semaine de la sensibilité, mais il devrait y en avoir aussi un peu tout au long de l'année, comme ça, voilà, des différents podcasts autour des thématiques, autour de la thématique de l'eau-sensibilité, déclinée dans divers secteurs ou sous divers, aspects. Et du coup, je me permets un petit rappel, toutes les conférences qui ont eu lieu pour la semaine de la sensibilité sont dispo sur la chaîne YouTube de l'Observatoire. Oui, c'est ça, c'est un peu les deux supports, enfin les 2 endroits où on peut retrouver les informations et puis les travaux de l'observatoire. Il y a le site lasensibilité.com et il y a la chaîne YouTube, de l'Observatoire de la sensibilité. Parfait. Merci d'avoir rappelé ça. Alors du coup, pour synthétiser un peu tout ce qu'on a dit dans cet épisode, si j'ai tout bien compris, les missions de l'Observatoire, c'est déjà de transmettre et de synthétiser les connaissances à la fois scientifiques et pas scientifiques, mais sur le domaine de la haute sensibilité, pour qu'on ait vraiment des informations qui soient justes et qu'il y ait un consensus auprès des professionnels. Et donc à la fois de communiquer ces informations-là et aussi de créer des nouveaux outils ou des nouvelles manières d'accompagner sur différents sujets comme l'éducation, la sensibilité au travail, vous avez parlé de l'art, des enfants, etc. C'est bien ça? Oui, mais même je vous remercie pour avoir ajouté vraiment l'expression «créer des outils» parce que ça, je crois que je l'ai pas dit. Puis effectivement, c'est un des grands projets de cette année. Bon, après, je sais pas, ça va peut-être mettre plutôt 2 ans, mais de travailler vraiment à ça, de créer vraiment des outils. Il y a déjà eu un peu, hein, je dis ça comme si tout était en élaboration, mais il y a eu déjà quelque chose, il y a eu déjà des fiches pédagogiques qui ont été réalisées, mais c'est un peu le début pour le moment. Mais c'est vrai que la vocation, c'est vraiment ça, à créer des outils qui soient aussi bien pour enfin, là, je fais penser plutôt aux enfants et aux adolescents peut-être, parce que les outils, ce qui est en projet, c'est beaucoup de créer des outils pour les enseignants et pour les parents. Mais ça peut être aussi, enfin, on y pense un peu moins pour le moment, c'est-à-dire on planche un peu plus sur l'accompagnement des enfants ou des adolescents, mais aussi en entreprise pour les managers. Enfin, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Mais c'est vrai que la création d'outils, merci de l'avoir précisé, parce que c'est quelque chose qui est un peu le but notamment des cercles, c'est de pouvoir proposer des choses qui soient concrètes, qui ne soient pas des solutions miracles comme on peut voir à certains endroits, mais qui soient des outils, en tout cas, qui soient plus que simplement de l'information, mais vraiment des choses pratiques qu'on peut mettre en place dans le quotidien comme ça pour non pas tout résoudre par un coup de baguette magique, mais pour progresser sur ces questions-là et pour créer quelque chose qui reconnaît plus les choses et qui nous permettent voilà, d'améliorer la communication avec les personnes hautement sensibles et de créer des espaces beaucoup plus bienveillants pour toutes les sensibilités et pour vraiment se rencontrer, enfin toujours l'idée de créer des ponts, j'allais dire, c'est un peu c'est vraiment quelque chose de très important dans l'observatoire, mais j'allais dire aussi un peu dans tout ce que j'ai toujours fait. Mais c'est toujours de créer des ponts, voilà, pour que les personnes puissent se comprendre, plus ou moins sensibles, par exemple, comme dans divers milieux, voilà, pour créer de la communication et de la bonne communication, je vais dire, enfin, de la communication en tout cas qui fonctionne et où chacun puisse se sentir écouté, reconnu, avec des outils qui permettent d'aller au-delà des incompréhensions ou des décalages qui peuvent exister. Et d'ailleurs, qu'on soit sensible ou hypersensible ou hautement sensible, en fait, on peut se retrouver dans les missions de l'Observatoire. Ah oui, 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 même si, enfin, à tous les degrés, je vais dire, hein, vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que c'est l'observatoire de la sensibilité, alors qu'au départ ça avait été créé l'observatoire de l'ultrasensibilité, mais comme c'est l'approche de la sensibilité en général, peu importe le degré dans lequel on se situe,
voilà, c'est pour ça que c'est l'observatoire de la sensibilité aujourd'hui. Et du coup, je me permets une dernière question avant de terminer. Quelle est votre mission à vous? Comment vous vous êtes répartis un peu les différentes missions? Alors, bon, c'est-à-dire moi je suis la enfin ça je dis toujours ça parce que, voilà, mais on pouvait le voir assez facilement. C'est-à-dire qu'eux sont docteurs en psychologie, moi j'ai pas de formation de psy. Donc, bon voilà, je dis ça, c'est toujours, d'entrée comme ça pour situer un petit peu c'est-à-dire Saverio, lui, c'est lui qui a fondé donc l'observatoire et puis qui, en dessine un peu, je vais dire, les grandes lignes, qui a mis en place aussi la formation que maintenant donc on dispense aussi avec une autre personne. Et donc, Christine, ben, elle est plus dans le côté, recherche, on va dire, et Saverio aussi, là où je suis pas enfin, je suis plus dans le côté communication, organisation d'événements, écriture aussi, plus, de contenu, plus, créatif et moins scientifique du coup. Donc voilà, je vais dire que c'est si on veut vraiment schématiser, on va dire que Saverio, c'est un peu celui qui garde un peu l'ensemble, puis tout ça. Et puis après, le volet vraiment scientifique où c'est Saverio et Christine. Mais après, c'est fait beaucoup, je veux dire, sur une entente globale où on va dans la même direction. Après, chacun en mettant plus, j'ai peut-être aussi un peu plus de temps aussi à consacrer à l'observatoire. Et puis, je vais donc être plus le côté visibilité ou le côté créatif, aussi m'occuper du site aussi, par exemple. Enfin, voilà, faire un petit peu toutes les choses plus de l'ordre public, de l'ordre communication grand public, on va dire, et eux vont s'occuper plus de l'aspect plus scientifique et plus background, j'allais dire, en tout cas de manière moins visible, peut-être, en tout cas, même si Saverio reste quand même la. C'est paradoxal de dire que Saverio est dans le côté moins visible parce que ça reste très, enfin, l'image de l'observatoire est très liée à Saverio Tomasella, donc il l'a créé, mais ce côté plus où je vais faire beaucoup la relation avec les personnes, voilà, via le site, via les réseaux, via l'adresse mail, le téléphone est aussi bon comme ça. Donc je fais beaucoup le lien, on va dire, avec les personnes et eux vont plus vraiment travailler dans l'aspect, plus observatoire, recherche et tout le volet scientifique. Mais je ne sais pas du coup si je l'ai très, très bien, résumé, mais je veux dire que, voilà, je fais plus le côté, côté lien, donc le côté plus public, voilà, que je fais plus et puis le côté organisation d'événements parce que j'ai pas mal d'expérience là-dedans, notamment avec l'association Surdouessance dont je parlais tout à l'heure. Mais au final, c'est très, je veux dire, c'est très intuitif, hein, et puis c'est très, harmonieux entre nous 3, hein, comme, dans le livre qu'on a écrit, comme dans l'observatoire où c'est très, aligné, je vais dire et ça va de toute façon dans le même sens et chacun met ses, assez naturellement, sans même se poser la question, on va dire, mais plutôt ses compétences, je cherche un autre mot, mais bon, je vais dire quand même celui-là, mais ses compétences, ses aptitudes et ce qu'il a envie aussi, hein, ses élans, voilà, au service de l'observatoire et que tout s'articule assez, fluidement sans même que finalement parce que c'est vrai que là, c'est plutôt ce que je dis, c'est plutôt une constatation de ce qui est, qu'à un moment donné où on a décidé que ça serait comme ça, quoi. C'est plus essayer de faire un constat de ce qui se passe, ou de ce qui s'est passé dans la dernière année, que de dire, oh, bah, voilà, on a décidé, ça serait comme ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment eu ça, parce que tout se met en place de manière intuitive et assez naturelle, finalement, très naturelle. Finalement, les sensibilités de chacun s'accordent très bien en tout cas. C'est ça, ouais. Merci de nous avoir partagé tout ça. N'hésitez pas si vous voulez, terminer sur un petit mot de la fin ou si on a oublié de dire quoi que ce soit. Je vous laisse la parole. Bah, merci beaucoup Sophie, bah, merci beaucoup pour, ce podcast et pour, cette invitation et bah, le mot de la fin, je dirais, bah, c'est toujours revenir un peu à ça, hein, c'est-à-dire à l'essence de l'observatoire, c'est-à-dire à accepter, qui on est, mais je veux dire aller un peu plus loin que accepter, hein. C'est-à-dire bon, déjà accepter, accueillir et puis, je dirais un peu, s'aimer, hein. Je veux dire, moi, c'est toujours un peu ce mot-là comme je trouve qu'il va bon après il y a peu des étapes des fois pour certaines personnes pour arriver là. Déjà s'accepter, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup de ça peut être déjà un très long chemin et beaucoup de travail, même si j'aime pas le mot travail, mais beaucoup de Moi, je le vois plus des étapes qui sont très difficiles, je trouve, à détailler. Parce que des fois, on me dit: «Mais OK, mais comment on fait pour s'accepter ou comment on fait pour s'aimer?»
En fait, le chemin, effectivement, est long et j'arriverai pas justement à le synthétiser pour dire, bah voilà, étape 1, c'est ça, étape 2, c'est ça. J'ai l'impression que c'est vraiment en fonction de chaque personne. C'est ça, c'est très différent selon les personnes. Et puis des fois aussi, il y a un déclic, hein, comme ce que j'ai dit sur l'année de mes 30 ans, ça pouvait me sembler très très loin. Et à la fois, il a suffi finalement d'un déclic pour que ça bascule vraiment. Alors après, ça met un certain temps pour s'installer dans le quotidien, c'est sûr. C'est pas un coup de baguette magique, mais des fois, le blocage, quand même, il peut disparaître très très vite. Un blocage où on avait l'impression que ça serait très long, puis finalement, c'est pas si long que ça. Donc en plus, non seulement selon les personnes c'est très différent, selon les chemins, mais en plus c'est pas toujours de la façon dont ça peut apparaître. Ça peut paraître des fois très loin alors qu'en fait il y a quelque chose qui peut se passer qui fasse que ça devienne d'un seul coup tout très près. Et bon, je pense aussi dans l'autre sens, même si ça peut paraître des fois très près, puis finalement ça va être un petit peu plus long que ce qu'on pensait, mais c'est difficile aussi à prévoir. Je pense que c'est des choses après à expérimenter, et puis c'est une direction surtout à avoir déjà si on sent qu'on n'arrive pas vraiment au but, tout ça, faut pas se frustrer. Faut dire que du moment qu'on est dirigé de cette façon-là, qu'on tend déjà à s'accueillir, à se regarder positivement, à porter un regard bienveillant sur soi, ben déjà c'est déjà bien. Puis après, on arrivera quand on arrivera, mais c'est déjà une bonne chose si on est bien orienté comme ça dans cette direction-là, d'être à défaut d'aimant encore, mais déjà bienveillant avec soi et doux, hein, je pense. Hein, déjà, ça, c'est très bien moi, ce que je dis souvent, hein, qui parle à beaucoup de personnes, même si peut-être d'autres aussi ont du mal, hein, aussi à voir comment ça serait possible, mais de se regarder comme on regarderait ses enfants. Parce que souvent, et puis on voit beaucoup ça avec l'hypersensibilité, les personnes sont très sensibilisées à ça via leurs enfants. Et ont un soin, une attention, une bienveillance avec leurs enfants qu'elles n'ont pas pour elles-mêmes et que des fois elles apprennent à avoir une fois qu'elles l'ont pour leurs enfants. Mais donc, se regarder, moi j'ai souvent fait ça, et ça m'a aidé, enfin, à partir de mes 30 ans, parce qu'avant, loin de là, mais c'est-à-dire de me regarder comme, enfin, ça fait toujours bizarre, parce que se regarder de l'extérieur, mais quand même, de s'appréhender, en tout cas, comme si on était son propre enfant, et de pas se traiter d'une manière plus mal ou plus dure qu'on traiterait son enfant, voilà. Donc, ne pas se flageller ou se condamner, mais même porter un regard dur sur soi, toujours avec cette bienveillance qu'on aurait avec un enfant. Souvent, on comprend mieux comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, mais comment je pourrais me regarder avec une empathie pour moi-même, comme ça, c'est très dur à avoir. » Et puis je dis « Mais bon, imaginez votre enfant, vous lui demanderiez ça, vous le jugeriez comme ça ?» Ah ben non, bien sûr que non. Alors pourquoi vous jugeriez autrement? Vous êtes, enfin, quelque part, on a la responsabilité, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, mais c'est celle qui me vient aussi par rapport aux enfants. On a la responsabilité d'abord de soi-même, mais la responsabilité d'aller bien, hein, je veux dire. Et donc, voilà, enfin, soyons pas comme un parent ou un responsable, en tout cas, qu'on n'aimerait pas avoir pour ses enfants. Donc, se regarder vraiment avec beaucoup de bienveillance, hein, déjà dans un premier temps, d'amour, je vais dire aussi quand même, parce que je trouve que c'est le mot. Et puis c'est vrai qu'avec Saverio, ce que j'aime beaucoup dans l'Observatoire, c'est qu'il y a beaucoup ce champ, oui, d'amour, hein, d'amour de soi, d'amour de l'autre, d'amour de la vie, beaucoup d'empathie, hein, déjà, parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai parlé des caractéristiques de la haute sensibilité, on va aussi parler beaucoup d'empathie, et puis de créativité et d'intuition, donc il y a beaucoup ce côté, oui, où non seulement bah, le monde plus sensible, plus conscient, on disait tout à l'heure, mais aussi on peut dire plus aimant. Et puis vraiment avec Saverio et Christine, on est très portés par ce courant-là, voilà, de conscience et d'amour pour le monde. Eh ben, merci Alban de votre participation. Je mettrai tous les liens et de la chaîne YouTube et de l'Observatoire dans les ressources de l'épisode. Merci Sophie, à bientôt. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible,
envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurembarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.